Ce que nous allons faire maintenant, mais on va bénéficier de la voie des ondes pour se rendre jusqu'en Turquie. C'est la destination de notre appel interurbain cette semaine. Et au bout du fil, on a la chance d'avoir un guide touristique francophone. Il est à Istanbul. Il vient de finir, je crois, une visite guidée. Mustapha Kemal Donmez, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Eh ben, ça va bien. Alors, je me disais, entre Montréal et Istanbul, 7700 kilomètres. Oh là là! Alors, oui, 7000, exactement 7670 kilomètres. Et alors là, je vais essayer d'être avec vous pendant votre émission. Je suis très content. Et nous sommes aussi on se sent très privilégiés de pouvoir vous parler ce matin en direct d'Istanbul. J'aime bien commencer avec cette première question parce qu'on est on fait de la radio, donc les images, on doit se les imaginer. Et donc, si vous regardez par votre fenêtre ou quand vous sortez de chez vous, décrivez-moi ce qu'il y a autour d'où vous habitez. Alors, moi, j'habite sur le côté asiatique de la ville d'Istanbul. Comme vous savez très bien, Istanbul se trouve sur deux continents, côté asiatique, côté européen. Alors, l'endroit où j'habite s'appelle Kadıköy. C'est très connu. C'est un des plus anciens arrondissements d'Istanbul. Son histoire, qui remonte à 3000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire déjà les gens étaient et qui vivaient dans ce coin-là. Et puis également, le concile œcuménique de l'ancien Chalcédoine qui a eu lieu au 5e siècle, toujours au même endroit. C'est pour cela que c'est très très important pour nous, Kadıköy. Et par la suite, bien évidemment, Constantin le Grand qui vient à Istanbul et qui était installé sur la partie occidentale de la ville d'Istanbul et qui avait nommé la ville comme Constantinople. Alors là maintenant, je viens de terminer des visites sur la partie occidentale et parce qu'on a visité le palais Topkapi, la Sainte-Sophie, la mosquée bleue, le Grand Bazar. Et là, maintenant, c'est la fin. Je suis à vous. OK, avant qu'on revienne, parce qu'on va revenir en détail, Monsieur Kemal Donmez, sur certains des endroits que vous venez de nommer. Mais donc, effectivement, le Bosphore sépare donc cette ville en deux, ce qui se retrouve sur deux continents. Oui. Est-ce qu'on sent vraiment qu'on est en Asie sur la partie orientale et est-ce qu'on se sent vraiment plus en Europe lorsqu'on est sur la partie occidentale? Alors, ça dépend des gens. Depuis 1947, mes parents qui sont à Istanbul, mes parents qui sont du nord de la Turquie, c'est-à-dire de la mer Noire. On est arrivé juste après la Deuxième Guerre mondiale à Istanbul. Et personnellement, pour moi, il n'y a pas de différence entre les deux rives. Et parce que je suis né à Istanbul, et j'ai étudié à Istanbul, et je travaille sur Istanbul, et là, je vois la différence depuis 1990. Ça a dû à quoi? À l'exode rural. Depuis 1990, c'est vrai que de la campagne, pas mal de gens qui viennent s'installer à Istanbul. Pour vous donner une idée, dans les années 1990, il y avait grosso modo 25 ou bien 26 arrondissements à Istanbul. Mais depuis 30 ans, voilà, on a rajouté 13 autres arrondissements, c'est-à-dire 39 arrondissements. C'est vrai, moi je ne connais pas tous ces arrondissements-là. Parfois, par hasard, quand je passe par là, je me dis, je suis en Asie ou bien en Europe. Par contre, dans les anciens arrondissements comme Kadıköy, Üsküdar, Eminönü, Beyoğlu, Taksim, alors là, je vois aucune différence. OK, mais il y a d'autres endroits aussi. Mais comment ça se fait, Mustapha, que vous parliez si bien français? Alors là, comment je parle français? Alors, grâce aux écoles à Istanbul, j'ai étudié dans une école s'appelle Saint-Joseph. C'est une école
depuis 19e siècle qui existe à Istanbul. Et puis là, puisque j'habitais et j'habite toujours sur la partie asiatique, cette école était là-bas. Et mes parents, qui ont bien voulu m'envoyer là-bas, ils ont bien fait. Et là, j'avais là-bas 10 ans et demi. Et à partir de là, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai étudié dans cette école. À côté de ça, et pendant mes vacances scolaires, je travaillais au Grand Bazar, c'est-à-dire des petits jobs. Alors là, pour apprendre le français et puis également l'anglais et puis pour faire l'argent de poche. Et là, après, j'ai terminé mes études de droit à la faculté de droit à Istanbul. Alors là, je travaillais toujours dans ce secteur touristique. C'est toujours pour l'argent de poche. Et de là, à force de fréquenter les francophones, et puis là, entre-temps également, j'ai visité la France aussi. Je n'ai pas habité en France, mais là, comme ça, j'ai appris le français. Et puis là, j'aime cette culture. Et puis également, les grands écrivains français. Alors là, c'était très important pour moi. C'est comme ça, à force de lire et puis regarder la télé, de communiquer les gens, de voyager, et comme ça, voilà, le français qui continue. Voilà. Et donc, vous continuez de le parler parce que je présume qu'il y a beaucoup de touristes français, francophones, francophiles qui viennent visiter Istanbul. Bien sûr, les gens viennent de partout dans le monde pour visiter le pays, visiter la ville. Quand vous avez un groupe devant vous, M. Kemal Dönmez, pour la première fois, là, vous rencontrez un groupe, c'est quoi la première chose que vous leur dites, soit sur la Turquie ou sur Istanbul? Il y a une chose, c'est que les gens, en réalité, pour toutes les nationalités, pourquoi ils voyagent ces gens-là? C'est-à-dire pour changer de cassette, en fait. D'accord, c'est quoi ça? C'est la fatigue, et puis leurs problèmes quotidiens, etc., etc. Découvrir un autre pays, le dépaysement. Et c'est pour cela, en tant que guide, je regarde les gens. Qu'est-ce qu'ils demandent? Je sais, c'est l'expérience aussi. C'est pour cela un petit sourire parfois, et puis également comment dirais-je, c'est le premier contact à quelques secondes. C'est 30 ou bien une minute. À partir de là, quand les gens qui voient cette chaleur humaine, d'accord, et puis là, ils vous suivent. La chaleur humaine, c'est important. Comment ça passe? Je ne sais pas. Et jamais j'ai réagi jusqu'à maintenant, la première vue, avec le côté matériel. C'est-à-dire que vous avez payé et comme ça, voilà, je travaille. J'aime ce métier en fait. Parfois, je fais 2, 3, parfois 5 jours de suite, les mêmes visites. Mais j'essaie de changer et j'essaie de vivre ce moment-là. Et sinon, en tant que, Mustafa Kemal ou bien en tant que guide, vous pouvez vous ennuyer. Mais il faut bien aimer. Si vous aimez votre métier, également, si vous aimez le côté humain, ça passe très très bien. Également, il y a une autre chose également, il faut aimer la liberté. Si vous aimez la liberté, c'est un bon métier ça. Parfois, vous n'arrivez pas à vous exprimer parce qu'il y a des interdictions, des empêchements. Vous énervez, c'est normal, mais vous essayez de parler parfois avec les montagnes parce que les montagnes qui ont vu beaucoup de choses. Un exemple, Alexandre le Grand, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui avait traversé ce pays-là. Et l'autre, alors là, plusieurs empereurs romains, Marc Aurèle, Antoine, et puis Adrien, Trajan, Caracalla, Septime Sévère, qui avaient fréquenté. Mais malheureusement, il n'y avait pas de télé à l'époque. Mais il y a des pierres, toujours des vestiges. Alors là, j'aime bien faire marquer ça. J'aime bien lire. Je fais mon roman aussi, et comme ça passe. Parce que Moustapha, c'est-à-dire les anecdotes. Excusez-moi de vous couper, mais ce qu'il faut comprendre et que je n'avais pas saisi avant de plonger dans ce dossier, c'est que la ville d'Istanbul, si je comprends bien, est la seule ville au monde qui a été la capitale de 3 empires différents. L'Empire romain, l'Empire byzantin et l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman a été l'empire qui a duré le plus longtemps de tous les empires? Et c'est vrai, vous avez raison. Alors, les Turcs
avant les Turcs, bien évidemment, il y avait tout d'abord, il y avait des Grecs qui étaient des Macédoniens, étaient à Istanbul. Et pour cela, on dit c'est Byzance. Alors là, c'était un certain Byzantion qui était arrivé. Et puis après, les Romains, avec Constantin le Grand, et qui disait la nouvelle Rome, Nea Roma, Nea Roma, la nouvelle Rome. Et puis après, voilà, c'est devenu l'Empire byzantin, après la chute de l'Empire romain de l'Ouest. Et puis après, voilà, à partir de 1453, les Turcs qui arrivent, c'est-à-dire l'Empire ottoman. N'oubliez pas, l'Empire ottoman commence de 1299 jusqu'à 1923. Alors là, ça veut dire, là vous avez 6 siècles, 600 ans. Et la grande raison, c'est la route de la soie. Et puisque l'Empire ottoman dominait la route de la soie, l'économie allait bien. Alors là, malheureusement, à partir du 19e siècle, la deuxième moitié du 19e siècle, la Turquie, c'est-à-dire l'Empire ottoman, qui a raté l'industrialisation de l'Europe. Alors là, l'industrie en Europe, bien évidemment, qui cherchait les grands marchés. Et l'Empire ottoman à cette époque-là, qui a fait la guerre contre la Russie. Malheureusement, c'est la fameuse guerre de Crimée, 1850. À partir de là, voilà, la chute de l'Empire ottoman commence. Monsieur Kemal Donmez, si, bon, un Canadien, admettons que moi je débarque chez vous la semaine prochaine, je suis une Canadienne, je suis jamais allée en Turquie, à Istanbul, où est-ce que vous m'amenez en tout premier? En tout premier, oui. Je vous emmène dans l'hôtel. Alors là... Pour se reposer, d'accord. En premier, on va à l'hôtel. Après, on va où? Également, oui, pour boire un petit thé. C'est la spécialité, bien le café turc. Tout autour d'une tasse de café ou bien d'un verre de thé, on peut faire notre programme ensemble. D'accord. J'aime pas, si vous voulez, imposer mon programme. Qu'est-ce qu'ils veulent, mes clients? Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors là, c'est le côté culturel. Si c'est le côté culturel, mon amour à Istanbul, c'est la Sainte-Sophie. Oui. D'accord, en premier. La basilique. Ça, c'est une construction, voilà, basilique 6e siècle. Actuellement, une partie en bas, c'est la mosquée. L'étage supérieur, les galeries, utilisées comme un musée. Il faut entrer avec un ticket. Là en bas, pour les musulmans, c'est le lieu de prière. La Sainte-Sophie, c'est important pour moi. Pour quelle raison? Parce que 6e siècle, premièrement. Deuxièmement, seulement à Istanbul, il y a 3500 et quelques mosquées. Ah oui. Si vous regardez ces mosquées, toutes à peu près sont inspirées de la Sainte-Sophie. Oui, c'est ça, hein? Je me demandais si la Sainte-Sophie avait été un peu transformée après les mosquées, parce qu'il y a ces dômes qui sont très inhabituels, effectivement, pour une basilique. Non, enfin, je ne devrais pas dire ça, mais il y a les minarets aussi, parce que c'est devenu une mosquée par la suite. Donc, c'est vrai que les autres, j'avais pas réalisé qu'ils avaient été calqués pas mal sur la basilique Sainte-Sophie. Oui, et pourquoi? Parce que mes compatriotes, quand ils étaient venus 1453 à Istanbul, ils étaient nomades, ils vivaient sous les tentes. Ils ne savaient pas ce que c'est l'urbanisation, l'urbanisme. Mais par contre, il y avait des autochtones. C'était des orthodoxes d'Istanbul. Ils étaient architectes, ils étaient médecins, ils étaient curés, ils étaient épiciers, forgerons. C'est-à-dire, ils savaient ce que c'est l'artisanat. Et mes compatriotes, quelque sorte, ils ont dit, il faut qu'on continue avec eux. Parce que je ne suis pas complexé. Il faut dire la vérité. Mes compatriotes à l'époque étaient un culte. Grâce à eux, ils ont commencé à apprendre
la construction d'une coupole. Et puis également, ils posaient les colonnes porteuses. Et puis les clés de voûte. Les clés de voûte. Et puis là, répartir le poids sur les demi ou bien les quarts de coupole. Tout ce que je vous explique, c'est grâce aux architectes orthodoxes et les autres. Moustapha, une autre chose également. Oui, allez-y. Oui. Allez-y. Une autre chose, c'est important, et parce que un moment après, les Turcs qui tenaient le pouvoir et les orthodoxes, pour eux, ils avaient deux choix, soit quitter le pays, par contre, ils avaient leur terrain cultivable, tout ça, ou bien travailler pour les Turcs. Ils ont dit, il faut qu'on soit des gens recherchés. Si vous êtes des gens recherchés, vous devenez intouchable. Oui, exact. Mais c'est intéressant parce que dans la culture turque, il y a beaucoup de métissage. Il y a beaucoup de... Par exemple, je sais que vous avez une moussaka en Turquie, mais elle n'est pas tout à fait comme celle des Grecs. Je sais qu'il y a des baklava en Turquie qui ne sont pas comme ceux des Libanais. Il y a des tapis turcs, mais qui sont aussi un peu perses. Donc, il y a beaucoup de métissage. Mais parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, Mustapha, vous suggérez aussi dans ce que vous faites comme guide touristique de faire un voyage en montgolfière. Comment on voit à quoi ressemble la Turquie de vue de montgolfière? Alors là, ça se passe en Cappadoce, et à Pamukkale aussi on le fait, mais meilleur endroit pour moi c'est la Cappadoce. Comme vous savez, c'est le système de l'air chaud. D'accord, là, pourquoi c'est devenu comme ça? Tout d'abord, un Français qui a fait commencer, si vous voulez, une sortie en montgolfière en Cappadoce. Et alors là, vous savez, il y avait à l'époque, en France, il y avait une émission de Ushuaïa. Ah oui, bien sûr, on connaît ça. On connaît ça ici, oui. Voilà, ils ont commencé et après, voilà, et il y a deux Suédois qui sont venus, et ainsi de suite, les Turcs, tout ça. Pourquoi ils ont beaucoup demandé là-bas? Parce que je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà vu les images en Cappadoce, il y a des formations géologiques remontent, si vous voulez, à l'époque tertiaire. Et puis là, il y a des cheminées de feu, il y a le basalte, il y a du tuf, plus des maisons troglodytiques, et puis plus les canyons, plus la vigne, les abricotiers. C'est très joli. Ça doit être magnifique. Et puis en plus, des kilomètres et des kilomètres. Alors là, beaucoup plus, on commence par la vallée de Göreme, parce que moi je travaille sur la Cappadoce aussi. En été, je suis là-bas, je fais des guides. Je ne suis pas seulement sur Istanbul. Ça me plaît beaucoup. Personnellement, même moi, je me réveille très tôt, d'accord, pour faire une sortie en montgolfière aussi. Ça dure à peu près 1 heure. Tout est contrôlé par l'aviation civile. Sans avoir l'autorisation de l'aviation civile, personne ne peut, si vous voulez, chauffer le ballon. Pourquoi? Parce que ce qui est très important, c'est la sécurité. Et pour la sécurité, le vent, c'est très important. Si ça dépasse 8 nœuds, c'est-à-dire 20 km à l'heure, alors là, automatiquement, c'est interdit. D'accord. En terminant, Monsieur Mustapha, en 2 petites secondes, parce que c'est vraiment tout le temps qui nous reste, qu'est-ce que vous souhaitez à la Turquie pour son avenir, pour son bien-être? Pour son avenir, alors là, tout d'abord la paix. Parce que, comme vous savez très bien, malheureusement aujourd'hui, au sud, il y a le problème en Syrie, il y a le problème en Palestine. Alors, malheureusement, tous les jours, pas mal d'enfants et de femmes qui meurent là-bas. Et puis au nord, c'est en Ukraine, en Russie, c'est la même chose. Et moi, je souhaite une seule chose, c'est la paix. S'il y a la paix, il y a le développement, il y a l'amitié, il y a, si vous voulez, l'espoir. Moi, je garde toujours mon histoire parce que je viens d'une famille immigrée.
Alors, on aime notre pays, si vous voulez, je ne laisse pas, si vous voulez, abandonner mon pays, mais je veux la paix pour tout le monde. Pour la Turquie, l'avenir. Nous avons un bon avenir. Pour quelle raison? Parce que nous avons une population très jeune. Et ces jeunes-là veulent beaucoup plus de démocratie, beaucoup plus de paix, beaucoup plus, si vous voulez, d'études et d'arriver au sommet avec, si vous voulez, les partenaires, surtout occidentaux. Alors, Parce que Mustapha, déjà, on doit oui, absolument se quitter là-dessus, mais on se quitte sur tellement de belles paroles prometteuses, je trouve. Mustapha Kemal Donmez, merci infiniment pour cette trop brève visite de votre pays. J'espère fortement avoir la chance de vous rencontrer, d'être guidé par vous en chair et en os à Istanbul un jour. Merci. moi aussi, je suis très content. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt, j'espère. Au revoir. Je vous invite cordialement dans mon pays, tous les Québécois, tous les francophones, tous les Canadiens. D'accord? Vous êtes les bienvenus. L'invitation est lancée. Merci.